un enfant disparaît, mais les récits des adultes ne concordent pas. La dernière fois que Brayden a été vu sain, et sauf reste une grande inconnue. Mais, vous voyez, je ne pouvais pas être là. Je ne pouvais pas être là pour mon frère. Parce que cet homme m'a tué ce jour-là et a volé tout cela à mon petit enfant et à moi. Maintenant, j'ai 4 ans et je ne devrais pas connaître le mot « until ». Mais je le connais. C'est ce qui m'est arrivé le jour où il m'a pris la vie. Il m'a pris la vie et tout ce qui, dans la vie, m'était destiné. Dayton, dans l'Ohio, une ville du Midwest aux rues modestes qui longe la rivière Great Miami, ponctuée de quartiers simples et de vastes étendues ouvertes. Au printemps, la verdure recouvre Carillon Park et les routes menant vers la banlieue. En hiver, une neige blanche et légère enveloppe les anciens toits de briques. Les habitants appellent souvent Dayton, avec fierté, la ville de l'innovation, car elle fut autrefois le berceau des frères Wright, pionniers de l'aviation. C'est dans ce décor paisible que, le 27 mars 2014, un petit appartement a vu naître un garçon. Il a poussé son premier cri, les yeux d'un bleu éclatant et angélique, et a reçu le nom de Brayden Dwayne Lee Ferguson. Ses parents, Kelsey Martin et Daryl Ferguson, n'avaient alors que 17 ans. Malgré leur jeune âge, au moment où ils ont pris leur fils dans leurs bras, ils ont compris qu'ils entraient dans un tout nouveau chapitre de leur vie. Les premiers mois de Brayden se sont déroulés dans une simplicité heureuse. C'était un bébé calme qui dormait toute la nuit, souriait dès qu'il voyait ses parents et tendait ses petites mains vers des jouets colorés. Pour Kelsey, la maternité est devenue que le sens même de son existence. Elle pouvait tenir Brayden pendant des heures, lui chantant doucement des berceuses, prenant des photos pour préserver chaque instant à 17 ans, tandis que ses camarades étaient encore absorbés par l'école et les plaisirs de la jeunesse. Kelsey trouvait sa raison d'être dans le regard innocent de son fils. Lorsque Brayden n'avait que 3 mois, un événement inattendu est survenu, bouleversant à jamais la vie de cette jeune famille. En juin 2014, son père, Daryl Ferguson, âgé lui aussi de 17 ans, s'est retrouvé impliqué avec un ami dans une altercation avec un homme nommé Ryan Adams. Ce qui semblait n'être qu'un affrontement passager a dégénéré et la victime a subi des blessures si graves qu'elle n'a pas survécu 2 mois plus tard. Le procès a été bref et Daryl Ferguson a été condamné à 11 ans de prison pour avoir causé des atteintes graves. Par cette condamnation, Brayden a perdu son père au moment même où il commençait à découvrir le monde. Kelsey, à seulement 17 ans, s'est retrouvée mère célibataire, serrant son petit garçon contre elle, submergée par le choc et l'angoisse d'un avenir incertain. Malgré cette tragédie qui a projeté très tôt une ombre sur leur existence, Brayden a grandi comme un enfant joyeux. Il a rapidement appris à sourire. Et son rire clair et lumineux avait le pouvoir de toucher tous ceux qui l'entendaient. Brayden avait quelque chose de particulier. Il aimait l'eau. Ses yeux bleus étincelaient chaque fois qu'il voyait de l'eau en mouvement. De la petite baignoire de la maison à la fraîcheur d'une piscine, et même une simple flaque dans la rue, tout le fascinait. Pour Brayden, l'eau n'était pas seulement un jeu, c'était un bonheur simple, un instant capable de rendre le monde autour de lui presque magique. Brayden nourrissait une passion toute particulière pour le film d'animation Finding Dory. Les aventures colorées du monde sous-marin le fascinaient, à tel point qu'il pouvait regarder le film encore et encore sans jamais s'en lasser. À chaque visionnage, il essayait d'imiter les répliques, parfois complexes, des personnages, provoquant les rires de toute la famille. Fait surprenant pour un enfant si jeune, Brayden aimait aussi être photographié. Dès qu'un appareil se tournait vers lui, il affichait un sourire lumineux et naturel, d'une pureté et d'une innocence telle que chaque cliché semblait rayonner. Ce simple sourire suffisait à attendrir le cœur de n'importe quel adulte. Son univers d'enfant comprenait également des compagnons fidèles à 4 pattes, les chiens Bella, Alex, Cookie, Chance, ainsi que le petit chat de sa mère. Chaque jour, Brayden s'attachait à eux, jouait et se blottissait contre eux, son rire joyeux emplissant le petit logement. Il grandissait entouré d'affection familiale, goûtant à un bonheur simple et sincère. Ses cousins lui accordaient toujours une attention particulière, le traitant comme le plus jeune de la famille, se rassemblant autour de lui pour jouer et laissant l'écho de ses éclats de rire résonner dans la cour. Pourtant, derrière cette joie familiale se cachait une réalité bien plus difficile. Kelsey,
La mère de Brayden faisait face à d'immenses épreuves. À seulement 18 ans, elle devait élever seule son jeune fils, tandis que Daryl, le père de Brayden, purgeait sa peine de prison. Ce poids la poussait à rechercher un soutien, une présence sur laquelle s'appuyer, un homme capable de partager les responsabilités de la vie quotidienne. C'est ainsi qu'en 2015, Kelsey fit la connaissance d'un jeune homme de 21 ans, Ryan Lucas St. John, avec qui elle entama une relation au début. Il semblait être un compagnon ordinaire, attentionné et disposé à aider. Personne ne pouvait alors imaginer que son arrivée marquerait le tournant le plus sombre de la vie de Brayden. Au premier regard, Ryan Lucas St. John apparaissait comme un jeune travailleur sans histoire. Pour une jeune femme de 18 ans comme Kelsey, encore peu expérimentée pour juger les personnes, son apparence apparemment douce suffisait à susciter la confiance et la réalité était pourtant tout autre. St. John était un jeune homme sans emploi stable, sans objectif clair, au tempérament imprévisible. Il voyait en une jeune mère et son tout petit des cibles faciles à contrôler. En entrant dans la vie de Kelsey et de Brayden, il sut habilement construire l'image d'un compagnon attentionné, allant jusqu'à se comporter comme un beau-père idéal. Il portait Brayden dans ses bras, jouait avec lui et se montrait doux lors des premiers temps. Cette façade bienveillante amena Kelsey à croire qu'elle avait enfin trouvé un soutien. Pourtant, derrière cette apparence se cachait une nature bien différente. Sans que Kelsey ne s'en rende compte, Brayden, innocent et confiant comme tout jeune enfant, plaça toute sa confiance en cet homme nouvellement entré dans leur petit foyer, mais ce qu'il allait recevoir par la suite ne serait que préjudice. Le premier incident grave survint en octobre 2015. Alors que Brayden venait tout juste d'apprendre à marcher, il fut hospitalisé pour déshydratation et l'on pensa d'abord qu'il avait fait une chute. Le diagnostic initial évoqua une possible infection virale. Toutefois, au cours des examens, les médecins constatèrent une élévation des enzymes hépatiques, un signe souvent associé à des atteintes internes. Il s'agissait là d'un signal d'alerte, indiquant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, au lieu de faire l'objet d'une investigation approfondie, l'affaire fut rapidement classée. Aucune question supplémentaire ne fut posée, aucune vérification approfondie ne fut menée. Ce fut la première occasion manquée par le système de protéger Brayden après son traitement. Il fut renvoyé chez lui, auprès de sa mère et de Ryan Lucas St. John, qui allait par la suite devenir la plus grande menace de sa courte existence. Le 19 novembre 2015, Brayden n'avait que 18 mois. Il fut admis au Dayton Children's Hospital dans un état qui bouleversa l'ensemble de l'équipe médicale. Devant eux se trouvait un tout petit corps portant des signes inhabituels, impossibles à attribuer à de simples incidents de l'enfance. Ses yeux bleu clair, autrefois capables d'attendrir les adultes, étaient désormais presque dissimulés par un visage présentant des marques évidentes de traumatisme. Un médecin, les mains tremblantes, consigna avec une extrême minutie chaque élément observé lors de l'examen. Il ne s'agissait plus de lésions mineures pouvant être expliquées par des accidents ordinaires, mais des indices révélant une réalité brutale. Un enfant de moins de 2 ans avait déjà subi des atteintes graves causées par des adultes. Les notes figurant dans son dossier médical ce jour-là étaient particulièrement troublantes. Le corps de Brayden présentait de multiples zones d'impact, certaines accompagnées de signes d'irritation, ainsi que des indications suggérant des effets internes préoccupants. L'ensemble des constatations ne pouvait en aucun cas résulter d'un simple accident. Sur la base de ces éléments, le médecin conclut dans le dossier médical ces constatations sont compatibles avec une maltraitance infantile sévère. Brayden n'avait que 18 mois. À cet âge, il ne pouvait pas s'être infligé de telles atteintes lui-même. Cette conclusion menait à une vérité douloureuse. Quelqu'un l'avait soumis de manière répétée et systématique à des mauvais traitements. Après réception du rapport de l'hôpital, la police procéda à l'arrestation de Ryan Lucas St. John et le plaça en garde à vue pour interrogatoire. L'affaire fut confiée à la détective Lindsay Dolany dans la salle d'interrogatoire. St. John livra une version peu crédible des faits. Il affirma qu'il jouait simplement avec Brayden et qu'il avait, par inadvertance, provoqué quelques chocs mineurs en le tenant dans ses bras. Selon lui, les signes inhabituels relevés par le personnel médical correspondaient à de petits accidents du quotidien ou à des chutes de manière préoccupante.
Ces explications non étayées furent consignées comme des hypothèses plausibles. Sans faire l'objet d'un examen approfondi, les lésions pourtant marquées sur le corps de Braden furent attribuées à des incidents isolés et la gravité de son état ne fut pas remise en question. Après seulement 48 heures de détention, John fut remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Le bureau du procureur avait pourtant sollicité des informations complémentaires afin de poursuivre l'enquête, mais ces alertes furent progressivement négligées. Malgré plusieurs demandes de la part de l'accusation, la détective en charge ne transmit pas la documentation requise à 4 reprises consécutives. Pendant ce temps, Braden demeurait hospitalisé en unité de soins intensifs. Les médecins s'efforçaient sans relâche de stabiliser son état. Après plusieurs jours de grande tension, il franchit la phase critique et survécut, mais son état de santé restait gravement compromis. Les épreuves qu'il avait subies rendaient toute récupération extrêmement difficile. Et les médecins avertirent qu'il pourrait rencontrer des difficultés durables sur le plan du développement et de la rééducation globale. Compte tenu des risques manifestes, le tribunal décida d'accorder la garde temporaire de Braden à son arrière-grand-mère, Don Patrick, jugé apte à lui offrir un environnement sûr et stable. Parallèlement, une ordonnance d'éloignement fut prononcée. John n'était pas autorisé à avoir le moindre contact avec Braden sur le plan juridique. Il s'agissait d'une mesure destinée à protéger l'enfant, interdisant toute interaction directe ou indirecte. En pratique, toutefois, cette ordonnance demeura largement inefficace. Il n'y eut ni contrôle strict, ni mécanisme d'exécution réel. Et surtout, personne ne veilla véritablement à la sécurité de Braden, des membres de la famille, tout comme une partie de la communauté, pensant que le cauchemar était terminé, que la loi avait tenu à distance l'homme qui lui avait causé du tort. La réalité était tout autre. L'ordonnance n'existait que sur le papier et se révéla incapable d'empêcher ce qui allait suivre. La vérité la plus dure était que l'épreuve la plus redoutable de Braden était loin d'être achevée. Lorsqu'il fut confié au domicile de son arrière-grand-mère, Dawn, pour se rétablir, encore affaibli par les atteintes précédentes et sous surveillance médicale, tous pensaient qu'il était enfin en sécurité. Pourtant, durant cette période, la mère de Braden, Kelsey Martin, prit une décision qui surprit même des travailleurs sociaux expérimentés. Malgré l'ordonnance d'éloignement et les événements traumatisants antérieurs, Kelsey renoua en secret avec Ryan Lucas St. John, l'homme qui avait gravement compromis le bien-être de son fils. Peu de temps après, elle tomba enceinte de St. John. Ce choix amena la famille ainsi que le système de protection de l'enfance à se poser une question profondément préoccupante. Comment une mère pouvait-elle retourner vers la personne ayant mis en danger son propre enfant à un tel degré ? Lorsque la famille découvrit la situation, elle contacta en urgence les services sociaux. Elle signala sans détour. Elle est enceinte et le père est la personne à qui tout contact avait été interdit. Une question douloureuse s'imposa alors. Et si l'ordonnance d'éloignement est toujours en vigueur, comment une grossesse a-t-elle pu se produire ? La réponse reçue fut pourtant d'une indifférence déconcertante. Une assistante sociale déclara avec sarcasme « Je ne pense pas qu'elle ait l'air enceinte ». La réalité était que Kelsey Martin avait choisi de retourner auprès de l'homme qui avait gravement nui à son fils, au lieu de placer la sécurité de Braden au premier plan. Cette décision allait à l'encontre de tout instinct maternel de protection et ouvrit la voie à un événement encore plus grave. Les rapports sociaux indiquent que ces faits se déroulaient ouvertement sous le regard du système. Le 7 janvier 2016, une note au dossier mentionnait clairement « Kelsey continue de rencontrer l'individu frappé d'interdiction ». 2 mois plus tard, le 16 mars 2016, un autre rapport confirmait « Le véhicule de Kelsey a été vu au domicile de St. John ». Ces éléments ne relevaient pas de rumeurs, mais de documents officiels des services sociaux. Cela signifiait que les autorités savaient pertinemment que l'ordonnance d'éloignement n'était pas respectée. Pourtant, aucune mesure concrète ne fut prise. Seules subsistaient des lignes froides consignées sur le papier pour un enfant de moins de 2 ans. Cela aurait dû constituer un signal d'alerte majeur exigeant une protection immédiate. En définitive, l'ordonnance d'éloignement ne devint qu'une preuve supplémentaire de l'insuffisance de la protection accordée à Braden par les institutions censées veiller sur lui.
Alors que l'opinion publique était encore profondément choquée par les atteintes graves subies par Braden, Kelsey Martin prit une décision qui stupéfia tout le monde. Malgré l'ordonnance d'éloignement et l'opposition de sa famille, elle continua à rencontrer en secret Ryan Lucas St. John à un moment où Braden luttait encore contre des séquelles persistantes et des effets incertains étroitement suivis par les médecins. Apprenant à faire ses premiers pas sous la garde de son arrière-grand-mère, la jeune mère choisit de retourner vers l'homme même qui avait gravement compromis le bien-être de son fils. Peu après, une nouvelle bouleversante se répandit au sein de la famille. Kelsey était enceinte de St. John. Ce fut non seulement un choc majeur pour ses proches, mais aussi la preuve la plus évidente que l'ordonnance d'éloignement était devenue dépourvue de toute portée réelle. Les autorités disposaient des éléments au dossier. Pourtant, aucune mesure ne fut prise pour protéger Braden. Pour ceux qui l'aimaient, le danger était manifeste. Au lieu de rechercher la sécurité, la mère emprunta la voie opposée, ramenant son jeune fils auprès de l'homme qui lui avait auparavant causé de graves atteintes. Le 22 août 2016, le tribunal rendit une décision controversée. Braden fut rendu à sa mère. La justification avancée était que Kelsey avait accompli les étapes prévues par son plan de suivi. Participation à une thérapie, à des cours de parentalité et reconnaissance de son aptitude à s'occuper de son enfant sur le papier, tout semblait conforme. En réalité, cette décision revenait à replacer un enfant de 2 ans entre les mains de l'homme qui lui avait déjà causé des atteintes sérieuses. Quelques mois plus tard, le 3 novembre 2016, Kelsey donna naissance à un garçon avec Ryan Lucas St. John. Elle le prénomma Ryan, du même prénom que l'homme qui avait provoqué chez son fils aîné, Braden, des conséquences durables. Pour beaucoup, ce choix apparaissait non seulement incompréhensible, mais révélait également un schéma préoccupant. Un second enfant innocent, né d'une relation avec l'homme qui avait nui à son frère aîné. Sur les photographies de cette période, la joie de Braden est manifeste lorsqu'il tient son petit frère dans ses bras. Il l'enlaçait avec un sourire fier et candide. L'émerveillement d'un enfant découvrant pour la première fois son rôle de grand frère. Pour Braden, ce nouveau-né était un cadeau précieux, un compagnon avec qui grandir. La réalité tragique était pourtant qu'il ignorait que ce bébé tant aimé était le fils de l'homme qui lui avait auparavant causé de graves atteintes. L'affection enfantine est pure, étrangère aux émotions complexes et douloureuses des adultes. Braden se projetait simplement vers le jour où son frère serait assez grand pour jouer et explorer le monde à ses côtés. Malheureusement, cela ne devint jamais réalité. Au début de l'année 2017, Braden, sa mère, Luke St. John et le bébé Ryan emménagèrent dans un appartement commun. Aux yeux des personnes extérieures, il s'agissait d'une jeune famille repartant à zéro. Mais pour ceux qui connaissaient le passé, ce petit appartement était tout sauf un lieu sûr. Un espace où un enfant ayant déjà traversé une épreuve majeure se retrouvait confronté à une menace persistante au cœur même de son foyer. Puis vint le matin du 13 février 2017, un jour qui allait bouleverser à jamais la courte existence de Braden. Aux alentours de 7h30, Kelsey reçut un appel de la mère de Luke, lui demandant de se rendre au tribunal afin de régler des formalités liées à un véhicule. Tandis qu'elle se préparait à partir, Braden se redressa, le regard triste, tirant la main de sa mère pour aller aux toilettes. Kelsey l'y accompagna puis le porta de nouveau jusqu'à la chambre et le déposa à côté de Luke sur le lit. L'enfant de 2 ans, semblant pressentir que quelque chose n'allait pas, se mit à pleurer et s'agrippa à sa mère. Il ne voulait pas qu'elle parte. Pourtant, à 8h, Kelsey referma la porte derrière elle, laissant Braden seul dans la pièce avec l'homme qui avait déjà mis sa sécurité en péril. Ce qui se produisit ensuite n'est connu que de Luke St. John et de l'enfant de 2 ans qui n'aurait jamais l'occasion de raconter ce qu'il avait vécu. Toutefois, à partir de confidences ultérieures faites par Luke à un codétenu, les enquêteurs purent reconstituer une partie manquante des faits, entre 8h et 11h du matin. Braden appela sa mère sans interruption. Luke alluma un dessin animé pour tenter de le calmer, mais les pleurs ne cessèrent pas.
Brayden commença alors à présenter des signes d'épuisement extrême, signal d'une atteinte grave. Au lieu de lui porter assistance, Luke laissa ses émotions prendre le dessus. Ce qui suivit provoqua des atteintes sévères, en l'absence de toute personne susceptible de protéger l'enfant. Lorsque la pièce retomba finalement dans le silence, Luke pensa que la situation s'était apaisée. Il quitta la chambre un court instant, laissant Brayden allongé sans réaction. À son retour, il souleva l'enfant, le replaça sur le lit et fit comme s'il dormait simplement. En réalité, Brayden ne réagissait plus. Durant les 3 heures suivantes, au lieu d'appeler les secours, Luke chercha à induire Kelsey en erreur et celle-ci se laissa entraîner, tandis que leur fils, dans la pièce voisine, perdait toute réactivité sans recevoir l'aide vitale dont il avait besoin. Aux environs de 10h30, Kelsey revint du tribunal. Elle entra dans la chambre et vit Brayden immobile sur le lit. Pensant qu'il dormait, elle lança le film Finding Dory, prête à l'occuper s'il se réveillait. En apparence, l'enfant semblait simplement somnolent, mais la réalité tragique était qu'il ne réagissait plus depuis un long moment en raison des atteintes graves subies auparavant. Pendant ce temps, au lieu de s'occuper de leur fils, Kelsey et Luke passèrent du temps à consommer des substances nocives, à discuter à l'écart et à regarder un film durant près de 2 heures. Ils se rendirent ensuite à la salle de bain, laissant Brayden seul sur le lit. Ce n'est qu'à 13h que Kelsey revint pour le réveiller afin de lui donner à manger. La scène qu'elle découvrit déclencha immédiatement la panique. Brayden paraissait extrêmement affaibli, sans réaction, et son état alarma profondément sa mère. En état de choc, elle appela le 911 suppliant qu'une aide urgente intervienne. Les secours arrivèrent rapidement et transportèrent Brayden et Kelsey à l'hôpital. L'enfant se trouvant dans un état critique, le personnel médical engagea immédiatement des soins intensifs pour tenter de le stabiliser. Pendant ce temps, Luke St. John ne les accompagna pas. Il quitta l'appartement et avait disparu à l'arrivée de la police. Une vaste opération de recherche fut alors lancée dans le secteur. Pendant des heures, les autorités suivirent chaque piste. Jusque tard dans la nuit, aux alentours de 2h du matin, Luke fut finalement interpellé au domicile de son frère. Durant le trajet vers le commissariat, il manifesta une indifférence troublante. Il se tourna vers l'agent et demanda « Comment va mon fils ?» L'agent répondit « Votre fils est en unité de soins intensifs avec sa mère. » Mais au lieu de s'inquiéter pour Brayden, Luke déclara « Nous ne parlons pas du même enfant. Je demande des nouvelles de Ryan. » Tout au long de la procédure, il ne posa pas une seule fois de questions concernant Brayden, l'enfant alors pris en charge en urgence médicale. Alors que les autorités poursuivaient activement les recherches pour retrouver Luke, au Dayton Children's Hospital, les médecins engagèrent un effort médical intensif pour tenter de sauver la vie fragile de Brayden. L'enfant fut immédiatement transféré en unité d'intervention d'urgence où l'ensemble de l'équipe travailla minute après minute afin de stabiliser son état. Les soins se prolongèrent pendant des heures, le personnel médical explorant toutes les options possibles pour limiter les conséquences extrêmement graves qu'il avait subies et préserver le moindre espoir. Mais les examens mirent en évidence une réalité déchirante. Le corps de Brayden avait enduré des atteintes d'une telle ampleur qu'il ne pouvait plus fonctionner comme auparavant. Le 14 février 2017, le jour de la Saint-Valentin, au lieu d'une journée associée à l'amour et à la joie, cette date devint, pour cette petite famille, celle où leur dernier espoir s'éteignit. Dans la salle de soins intensifs, les médecins procédèrent à une évaluation approfondie et constatèrent que les réponses vitales de Brayden n'étaient plus actives. La pièce plongea dans le silence tandis que les derniers signaux apparaissaient sur les moniteurs. La famille comprit alors que, bien que son corps fût encore maintenu par les dispositifs médicaux, Brayden, le garçon aux yeux bleus éclatants et au sourire innocent, ne réagissait plus au monde qui l'entourait. À cet instant, l'espoir déjà fragile de la famille s'effondra complètement. Ils savaient que l'enfant qu'ils aimaient ne pourrait jamais redevenir celui qu'il avait été. La famille d'un garçon de 2 ans, qu'ils disent est en état de mort cérébrale, demande au public de surveiller les signes de maltraitance infantile. Cela survient après que la vie de cette famille a été bouleversée lorsque le petit Brayden Ferguson, âgé de 2 ans, a été transporté
à l'hôpital lundi dans un état critique. Les médecins me disent qu'il ne va pas survivre, qu'il est pratiquement parti. Il n'a pas survécu à ce moment-là. Victoria Bittner pense que ce n'était pas la première fois que son petit-fils était agressé par le suspect. En novembre 2015, Braden avait été blessé, au point que nous avons dû l'emmener à l'hôpital pour enfants ici à Dayton. Interrogé, la police de Dayton n'a pas souhaité commenter l'enquête, précisant seulement qu'un suspect a été placé en garde à vue. La grand-mère de Braden affirme que le suspect semble s'être rendu de lui-même. Je sais que les enquêteurs sont retournés là-bas. Il avait quitté le domicile, à North Lake Hills, et il n'a pas été retrouvé jusqu'à ce qu'on me dise qu'il s'est rendu ce matin. Alors que la famille de Braden est en deuil, elle demande aux personnes qui soupçonnent des violences envers les enfants d'agir. Aussi difficile que cela puisse être. Trouvez quelqu'un, appelez quelqu'un, éloignez votre enfant de cette situation. Cela n'en vaut pas la peine, vous le regretterez plus tard. C'est la chose la plus difficile à supporter. Le 6 avril 2018, après plusieurs jours d'audience, le jury rendit son verdict. Ryan Luke Saint. John fut reconnu responsable des faits ayant conduit au décès de Braden Ferguson. Moins d'un mois plus tard, le 1er mai 2018, la peine fut prononcée, une condamnation à une peine de 18 ans de prison à perpétuité. Cette décision laissa nombre d'observateurs profondément choqués. 18 années seulement pour une affaire tragique impliquant un enfant de 2 ans, même lorsque Kelsey Martin, la mère égarée, se tint devant la cour en implorant avec émotion que justice soit rendue pour son fils. Sa voix brisée ne put infléchir la décision finale. Ce qui demeura fut une vérité amère. La vie d'un petit ange s'était achevée, tandis que la personne directement tenue pour responsable pouvait encore espérer retrouver la liberté avant même d'atteindre la quarantaine. Mais les récits des adultes ne
Conformément à la peine prononcée, Ryan Lux John pouvait être éligible à une libération conditionnelle en 2034. À cette date, il n'aurait eu que 39 ans, un âge encore suffisamment jeune pour envisager de reconstruire une vie et fait particulièrement préoccupant pour potentiellement se retrouver de nouveau en contact avec des enfants. Le rôle de Kelsey Martin suscita une indignation tout aussi forte. Malgré l'ordonnance d'éloignement, elle continua de rencontrer St. John, l'homme qui avait gravement nui à son fils. Même alors que Braden se remettait de blessures antérieures, Kelsey choisit de maintenir une relation avec la personne même qui lui avait causé des atteintes sérieuses. Elle tomba également enceinte de St. John, ignorant les avertissements répétés de sa famille et des services sociaux. Plus tragique encore, le matin décisif où Braden nécessitait une surveillance médicale étroite, au lieu de reconnaître les signes d'alerte, Kelsey le laissa seul avec St. John et adopta à ses côtés des comportements inappropriés. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement d'une défaillance individuelle, mais de la démonstration de lacunes systémiques profondes dans la protection et le suivi des enfants. L'indignation du public fut accentuée par le fait que, malgré l'ensemble des événements, Kelsey Martin ne fit l'objet d'aucune conséquence judiciaire, aucune poursuite, aucune peine d'emprisonnement. Les services sociaux du comté de Montgomery, l'organisme chargé de la protection des enfants vulnérables, ne furent jamais tenus pour responsables, même la détective Lindsay Haydaney, qui avait ignoré à 4 reprises les demandes du parquet visant à obtenir des éléments complémentaires et avait permis à St. John d'avoir accès à Braden, ne reçut qu'une sanction symbolique, 5 jours de congé sans solde. Dans ce climat d'érosion du sentiment de justice, une seule décision apporta une forme de consolation limitée. Ryan, le demi-frère de Braden, fut placé en famille d'accueil. Cette mesure a probablement permis d'éviter qu'il ne subisse le même sort tragique que son frère aîné. À l'époque, de nombreux articles de presse et programmes télévisés relayèrent l'indignation collective. Les habitants de Dayton et de la région posaient tous la même question. Comment un enfant pouvait-il envoyer à plusieurs reprises des signaux de danger sans qu'aucune action ne soit engagée? Sur les réseaux sociaux, des commentaires s'interrogeaient. Un enfant de 18 mois présentant des préoccupations claires en matière de santé et de sécurité, et pourtant la police et les services sociaux l'ont laissé retourner auprès de la personne impliquée dans l'incident précédent. Comment est-ce possible? Ou encore, 5 jours de congé pour une détective ayant ignoré 4 demandes du parquet alors qu'une vie d'enfant était en jeu. Ce n'est pas la justice. Et de nombreuses organisations de protection de l'enfance prirent la parole, appelant à des réformes structurelles et soulignant que l'affaire Braden constituait un exemple manifeste des défaillances du système de protection de l'enfance. Elles rappelèrent que des signes préoccupants étaient clairement visibles dans les dossiers hospitaliers et les rapports des travailleurs sociaux, mais qu'au lieu d'actions décisives, les avertissements avaient été ignorés ou traités de manière superficielle. Des veillées aux chandelles furent organisées non seulement pour rendre hommage à Braden, mais aussi pour transmettre un message clair. Nous ne pouvons pas laisser un autre enfant sans protection. Là, l'indignation publique dépassa largement le cadre des prières et des articles de presse. L'affaire Braden donna naissance à une série de pétitions réclamant une réforme du système de protection de l'enfance. Les citoyens exigèrent un contrôle indépendant renforcé du travail des services sociaux, une responsabilité individuelle clairement définie dans chaque dossier et une intervention immédiate face à tout signal d'alerte. Plutôt que de laisser prévaloir les lenteurs bureaucratiques, de nombreux responsables politiques locaux reconnurent que la situation de Braden constituait un signal d'alarme et des projets de loi furent ensuite débattus visant à améliorer les normes de signalement, à approfondir l'enquête sur les situations de négligence et à renforcer les sanctions à l'encontre des agents publics qui ne réagissent pas de manière adéquate. Pour la communauté de Dayton, le souvenir de Braden demeure profondément ancré. Chaque année, de petites cérémonies commémoratives sont organisées au cours desquelles des bougies sont allumées et des ballons bleus, la couleur de ses yeux, sont lâchés afin de rappeler que Braden n'était pas seulement une victime, mais aussi le symbole d'un appel urgent
à mieux protéger les enfants? Brayden Ferguson était un petit garçon innocent aux yeux d'un bleu éclatant. Il aimait jouer dans l'eau, était fasciné par le film Finding Dory et souriait toujours dès qu'un appareil photo se tournait vers lui. Sur les images qui subsistent, on le voit débordant d'une joie pure, serrant tendrement son petit frère dans ses bras, comme si son monde n'était fait que de confiance et d'amour. Mais le monde n'a pas offert à Brayden ce qu'il méritait. Des signalements ignorés, des ordonnances d'éloignement non respectées et des retards de la part des personnes chargées d'agir ont ouvert la voie à cette tragédie déchirante. À 2 ans, Brayden n'a pas perdu la vie uniquement en raison des atteintes graves infligées par son entourage, mais aussi à cause du silence d'un système censé le protéger. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire triste, c'est un véritable documentaire criminel. Un rappel saisissant que la justice ne peut pas attendre qu'il soit trop tard. Brayden n'a jamais eu la chance de grandir et d'aller à l'école, ni de connaître des joies simples comme faire du vélo, célébrer Halloween ou ouvrir des cadeaux de Noël. La leçon finale est claire. Lorsque les signaux d'alerte se répètent, il faut agir et parler. La protection des enfants n'est pas seulement la responsabilité des parents ou de la loi, c'est un devoir partagé par tous. Et la seule manière d'honorer réellement Brayden est de veiller à ce qu'aucun autre enfant n'ait jamais à subir une tragédie semblable. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public à la justice et à la protection de l'enfance, sans aucune intention d'exploiter des éléments sensationnalistes ou choquants. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout l'histoire de Brayden Dwayne Lee Ferguson, un petit garçon de 2 ans aux yeux bleus lumineux, qui nous a rappelé à quel point un enfant peut être vulnérable lorsque les adultes autour de lui n'agissent pas à temps. Votre attention, votre partage et votre empathie sont essentiels pour que des victimes comme Brayden ne soient jamais oubliées et pour contribuer à prévenir de telles tragédies à l'avenir. N'oubliez pas de cliquer sur du j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre dans de futurs documentaires criminels où chaque histoire porte la voix de la justice pour les enfants, la protection de l'enfance et un monde où chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.